Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. Tout de suite, les titres. Face à face, Félix Tshisekedi, président congolais, et Paul Kagame sous la médiation de l'émir du Qatar. Les deux chefs d'État tentent de trouver une solution à la crise sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. La mobilisation des éléments Codeco à la base de la psychose dans le chef de la population qui s'est déplacé au village Ngokalou et Djougou Centre en Ituri. Des fortes tensions ce mercredi où la milice Codeco a protesté contre l'arrivée des forces ougandaises à 75 km de Bunia. La semaine de la langue française va du 15 au 23 mars dans les pays francophones. Prenez la parole et le thème choisi pour cette célébration qui est en sa 30e édition marquant la francophonie. Le slogan pour 2025 est « 10 mois, 10 mots pour la planète ». Merci de nous avoir choisis pour vous informer. C'est pour la première fois depuis plus d'un an que les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, se sont entretenus. Le face-à-face a eu lieu le 18 mars au Qatar sous la médiation de l'émir pour tenter de trouver une solution à la crise sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Kinshasa accuse son voisin de soutenir la rébellion du M23 qui s'est emparée des provinces du Sud et du Nord Kivu. Des accusations étayées par plusieurs rapports des Nations Unies, mais démenties par Kigali. Depuis plusieurs processus, essayer de relancer le dialogue entre les deux personnalités. C'est désormais chose faite. Cette fois-ci, Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont réaffirmé leur engagement à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et se sont accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions. Le bureau de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a remis le 18 mars son rapport sur les auditions des membres du gouvernement en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays suite à la violation de l'intégrité territoriale par le Rwanda en soutien aux rebelles du M23. Ce rapport est le fruit du travail abattu urgemment par cette commission qui lui permet d'éclairer la lanterne du bureau sur les différentes interventions du gouvernement pour faire face à cette guerre d'agression. Je vous propose de suivre le député national Rubin Samikindo, président de la commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la commission Défense et Sécurité a tenu de venir remettre solennellement le rapport du travail que nous avons abattu presque pendant plus d'un mois. Nous avions auditionné 5 ministres, commençant par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances. Nous avions fait ce travail en rapport avec la situation de l'insécurité, de la guerre qui nous a été imposée à l'est du pays. Et voilà, aujourd'hui, c'est les jours où ce travail, nous l'avons clôturé et il fallait remettre ça parce que c'est le bureau qui nous a donné ce travail. La suite est réservée, ou si vous voulez, c'est le bureau qui saura la suite de ce rapport. Parce qu'on ne peut pas le divulguer. Il faudra que ça soit exploité d'abord par le bureau. On pourra discuter de la question au cours de la plénière.
Je l'ai annoncé au sommaire, en Ituri, le groupement Fataki en territoire de Djougou est le théâtre des fortes tensions depuis le 18 mars. Ce mercredi, la milice Codeco a protesté contre l'arrivée des forces ougandaises UPDF dans la localité située en secteur de Ouazalendou, Ndjati et à 75 km de Bunia, selon les sources locales. Plusieurs éléments de la Codeco se sont mobilisés depuis les villages Talikba et Goli, plongeant la population dans la peur qui s'est déplacée au village Ngokalou et à Djougou Centre. Ce climat d'insécurité survient alors que les UPDF poursuivent leur déploiement en Ituri aux côtés des FARDC pour lutter contre les groupes armés, signalant que des violents combats ont repris ce mercredi matin à Fataki. Pour l'instant, la RN27 reste bloquée. Pas d'école sans banc en République démocratique du Congo. Cette campagne initiée par le chef de l'État, apportée par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, commandant du service national, se poursuit sans désemparer. À ce mercredi 19 mars, l'Institut scientifique et technique de Ngiri-Ngiri a reçu une dotation de 600 bancs pupitres fabriqués par les anciens Kuluna bâtisseurs de la nation, de la République. C'est un reportage de Nana Bouana. L'Institut scientifique et technique d'Ingiri-Ngiri au centre sud de la ville de Kinshasa s'est dirigé droit aux enfers. Depuis au moins 2 décennies, cette école publique n'existait plus que de nom. Des bâtiments vétustes, pas des bancs, l'école présente un aspect architectural sombre. Une occasion pour cet élève de remercier le service national, à sa tête le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, pour cette dotation qui vient sans doute ressusciter l'espoir. 2 décennies durant, nous, élèves de ces complexes, avons payé le prix du délabrement, de la vétusté de nos infrastructures scolaires et particulièrement du manque criant de bancs. Nous attendions le Messie. Enfin, le Messie tant entendu s'appelle service national pour avoir inondé nos salles de classe avec 600 bancs pupitres. 600 bancs pupitres, les contenus de la jubessière de l'envoyé du président de la République dans cet établissement scolaire étatique saisi il y a une semaine seulement. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, qui a procédé à cette dotation au nom du chef de l'État, a répondu avec promptitude aux cris d'alarme lancés par les gestionnaires de la Téné d'Ingiri-Ngiri. Les responsables de cette école sont venus nous contacter eux-mêmes le jeudi de la semaine passée. Et nous leur avons promis que la semaine prochaine, nous allons. Donc de manière prompte, nous avons réagi. Je crois que c'est ce sentiment-là qui les pousse à dire que nous sommes ici. Nous ne sommes qu'un simple envoyé, un simple fonctionnaire de l'État au service de la nation. Pas d'école publique sans banc. Cette campagne initiée par le chef de l'État, exécutée par les services nationaux avec le main-d'œuvre des bâtisseurs, rencontre au plus haut point le problème des établissements publics scolaires et universitaires de la RDC. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, va poursuivre son partenariat et l'accompagnement de son projet de modernisation du Sénat congolais. La disponibilité de cette agence du système des Nations Unies a été confirmée au président du Sénat par le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement RDC, Damien Mama, au cours d'une audience que Jean-Michel Samaloukonde l'a accordée à une délégation de ce programme. Suivez Damien Mama au micro de fidèle David Luzolo-Kubanza. Cette audience avec l'honorable président du Sénat s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques que le programme des Nations Unies pour le développement et le Sénat ont afin de faire le point de l'évolution de notre partenariat qui date de plusieurs années. Nous l'avons écouté avec beaucoup d'intérêt parce que ses ambitions rencontrent bien les domaines d'intervention du PNUD et nous nous sommes entendus que nous allons nous revoir régulièrement pour faire le point et faire en sorte que les ambitions de modernisation du Sénat
puisse se réaliser. Vous savez, le Sénat et le PNUD sont des partenaires de longue date et nous avons fait beaucoup de choses utiles par le passé, notamment en matière d'installation d'un centre de ressources numériques à l'intérieur du Sénat pour faciliter le travail de l'administration. Nous avons aussi ensemble mis en place un système de transcription simultanée des sessions du Sénat pour faciliter le travail au niveau des comptes rendus. Nous avons aussi élaboré le manuel de procédure du Sénat afin d'améliorer les processus de travail, renforcer la redevabilité et aussi moderniser l'administration. Alors, aujourd'hui, l'honorable président a eu l'occasion de nous expliquer un peu sa vision à la tête du Sénat. Il a partagé avec nous ses ambitions de modernisation du Sénat, de l'administration du Sénat et de comment il envisage aussi renforcer le dialogue entre le Sénat et les institutions provinciales, notamment les assemblées provinciales, parce que le Sénat a un mandat dans ce sens. La ville de Lubumbashi a une nouvelle autorité à sa tête depuis ce mercredi à 19 mars 2025. Patrick Kafwimbi Moumamba a pris officiellement ses fonctions de maire de la ville ce mercredi en remplacement de Martin Kazembe Choula, élu à vice-gouverneur du Haut-Katanga. Plusieurs défis attendent Patrick Kafwimbi pour la stabilité de la première ville. C'est un reportage de nos confrères. Le nouveau maire de Lubumbashi a pris ses fonctions officiellement ce mercredi 19 mars 2025 lors de la cérémonie de remise et reprise entre l'adjoint au maire qui assumait l'intérim depuis l'élection de Martin Kazembe Choula comme vice-gouverneur du Haut-Katanga et l'entrant Patrick Kafwimbi. Dans ses premiers mots dans la peau de l'autorité urbaine de Lubumbashi, le nouveau maire a pris l'engagement ferme d'entretenir la ville première propre et faire tout pour combattre l'insécurité. Parmi les priorités qui feront le cheval de bataille de Patrick Kafwimbi Moumamba figurent l'assainissement du milieu pour lutter contre les maladies hydriques, la sécurité, mais également la maximisation des recettes au niveau des communes. Dans la logique de la continuité de l'État, il est émerveillé par les avancées significatives en matière de gestion des immondices à Lubumbashi, ainsi que la traque des cyclomotoristes au centre-ville par Joyce Tunda. Signalons que la cérémonie a été présidée par M. Dani Mulundu, le secrétaire exécutif provincial de la fonction publique, dans une ambiance de parfaite collaboration dans la salle Wantanchi de l'hôtel de ville de Lubumbashi. À l'occasion, Patrick Kafwimbi a reçu les sceaux et les clés de la ville, symbole de son autorité et de ses nouvelles responsabilités. Ainsi, il a été demandé à ses deux collaborateurs d'entretenir de bonnes relations pour garantir une bonne gestion et efficace de la ville, sans oublier aussi la collaboration entre les différents services de la ville, d'autant plus que Lubumbashi fait face à plusieurs défis de taille qu'il faille relever. Depuis Lubumbashi, Roger Ngando Amitaba pour la RTGA. C'était plutôt un appel de Roger Ngando Amitaba, notre correspondant à Lubumbashi. Les activistes des droits humains et les acteurs de la société civile du Maniema montent au créneau pour protester contre les morcellements des espaces publics par les services des titres immobiliers cadastres au profit de certains hommes politiques de la place sous l'œil impuissant des autorités provinciales qui y sont quelque part impliqués. Le bâtiment qui abrite l'état-major de l'ex-7e région militaire et le stade du camp Makuta sont dangereusement spoliés par les privés. Les deux chefs de division étaient ce mercredi 19 mars 2025 devant les membres du bureau de l'Assemblée provinciale pour éclairer l'organe délibérant. Suivez ce reportage de notre correspondant Roger Ebonindanzenga. La spoliation des jadis propriétés de l'STCC attribuée à l'État congolais pour l'état-major de la 7e région militaire basée à Kindu, mais aussi les stades du Kamakuta où les différentes rencontres de l'antenne de football de Kindu se déroulent, est à la une des informations dans la capitale de la province d'Imanema. Ce scandale foncier se passe au vu et aussi des autorités provinciales. Suivez les ras-le-bol des activistes des droits de l'homme et de la société civile.
Ce mercredi, les membres de l'Assemblée provinciale du Maniema ont convoqué les 2 ministres provinciaux en charge de l'urbanisme et de l'environnement pour avoir le cœur net sur ce qui se passe dans leur secteur. Au sortir de la réunion qui s'est tenue au cabinet du vice-président de l'Assemblée provinciale, Dr Papi Omeonga, rapporteur de l'organe délibérant, dit qu'une commission ad hoc sera créée et l'opinion sera fixée au moment opportun. Depuis Kindu, Roger et Boline dans un gars pour la RTGR. Les salons de coiffure hommes de fortune se prolifèrent dans la capitale congolaise. Ce phénomène n'a pas touché que les quartiers populaires. Il s'observe également à Gombe, considéré comme centre d'affaires de la capitale congolaise. Grâce à cette activité, les tenanciers des salons de coiffure trouvent de quoi vivre. Suivez ce reportage. Détenteur d'un diplôme d'État acquis grâce à la coiffure apprise sur le tas, Marcel Iléo exerce ce métier depuis l'âge de 16 ans. Les revenus de son activité ne suffisent que pour subvenir aux besoins primaires de sa famille. Faute de moyens, il n'est pas en mesure d'avoir un salon de coiffure plus confortable et mieux équipé. J'ai commencé ce métier depuis 1991. À l'époque, j'avais 16 ans. J'étais encore un élève sur le banc de l'école. Après l'école, je me rendais au salon de coiffure pour coiffer les gens. J'étais en Bujimaï. Étant donné que je suis orphelin de père, je ne vivais pas avec ma mère et j'avais des difficultés pour payer les frais scolaires. J'ai beaucoup de souvenirs de ce métier. Une bonne partie de ma vie est le fruit de ce travail. Ça m'a permis de me marier depuis 1994, civilement, voire religieusement. J'ai eu 8 enfants, toujours grâce à ce métier. Bosco Mukubu est l'un des clients fidèles de Marcel Iléo. Il apprécie le travail de son coiffeur, qu'il fréquente depuis de nombreuses années, vu sa disponibilité. Le tarif pratiqué dans ce salon de coiffure lui est abordable. Nous nous coiffons chaque samedi. De lundi à samedi, nous travaillons. Comme le dimanche, nous restons à la maison. Nous en profitons pour nous faire coiffer. Le week-end, ceux qui négligent ce métier, je leur dis qu'il n'y a pas de ce métier. Donc, il ne faut pas le négliger. Il n'y a pas de son métier, dit-on. Il n'y a que des sautes gens. Les coiffeurs ont encore des beaux jours devant eux, mais ils doivent penser à sortir de l'informel pour bénéficier de l'appui de l'État dans la mesure du possible. Une semaine de la langue française et de la francophonie célébrée sous le thème « Prenez la parole ». Cette initiative est une façon d'inciter chacun à s'exprimer, à créer en français. Au centre de cette semaine, la Journée internationale de la francophonie qui sera célébrée ce 20 mars. À noter que la langue française est utilisée par plus de 300 millions de locuteurs dans le monde. C'est en fait la seule langue avec l'anglais à être parlée dans 5 continents. Images et commentaires. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce cours de français pour débutants. La langue française à l'honneur le 20 mars de chaque année. En cette édition 2025, où la langue française fête sa 30e édition, le slogan choisi est « Dis-moi 10 mots pour la planète ». Les partenaires francophones du réseau OPAL, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, la Suisse romande, le Québec et l'Organisation internationale de la francophonie diffusent l'opération à travers la francophonie, ont choisi collégialement les mots à valoriser. On en cite biome, butiné, canopée, conséquention, débrousser, empreinte, glaner, palmeraie, solaire et vivant. C'est la journaliste Joëlle Scoriel qui est la marraine et l'ambassadrice de cette édition 2025. Le 30e anniversaire est l'occasion de mettre des mots à l'honneur. Le réseau des villes des mots est né de l'enthousiasme d'anciennes villes des mots, désireuses de continuer à promouvoir la langue française en fête sur leur territoire en y organisant des activités.
Ce réseau joue un rôle central dans la diffusion de l'opération La langue française en fête à travers la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il permet également de sensibiliser durablement le public à la richesse de la langue, leur territoire en proposant un décor urbain qui sera visible en mars 2025, ainsi que des multiples activités centrées sur la langue. On peut dire que la langue française est utilisée par plus de 310 millions de locuteurs dans le monde. C'est en fait la seule langue avec l'anglais à être parlée sur 5 continents. C'est pourquoi les pays francophones et ceux où la langue française est moins répandue mettent en lumière la diversité et la vitalité de la francophonie. La province du Kasaï central manque des infrastructures sportives adéquates pour permettre aux jeunes à fournir un bon football. Ces inquiétudes sont du président manager de Tout-Puissant Mazembe, de passage à Kananga, à Frédéric Kitenge, précise que l'espace Kasaï a des personnalités importantes qui peuvent doter à cet espace de bonnes infrastructures sportives. Kitenge invite cependant le ministre national de la Justice à ouvrir l'œil dans les préparatifs du match des Léopards, car selon lui, ça sent l'odeur de détournement des fonds publics. Frédéric Kitenge est dans ses propos choisis par Soleil Ntoumba Moufikia. Il y a malheureusement les infrastructures. Les infrastructures, c'est-à-dire au moins un terrain où les gens peuvent jouer au football. Aujourd'hui, le stade n'a aucune règle. Aujourd'hui, Kananga est privé de stade. Mais nous avons des gens qui font beaucoup de bruit et Aujourd'hui, Kananga n'a pas de stade, n'a pas un endroit où les jeunes peuvent se réunir, faire une compétition et aller de l'avant. Et ces stades qui portent le nom de stade de jeunes auraient dû être une préoccupation pour ceux qui sont en train d'avoir la charge du sport dans leurs attributions. Les joueurs vont en regroupement en équipe nationale. L'équipe nationale. Où je demande au ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, qui sent l'odeur de corruption un peu partout, de fouiner son nez dans le sport congolais, dans le football congolais. Il verra que là, il y a des détournements. Il y a des détournements là. Puisque l'argent qu'on prend pour un match de l'équipe nationale de football du Congo, là, l'argent sort. Mais il n'y a pas d'argent pour organiser le championnat. Il n'y a pas d'argent pour le TP Mazembe qui représente cette République démocratique dont vous parlez. La dernière illustration, c'est le sacre des filles. Le stage de haut niveau des karatékas dames a débuté le mardi 18 mars au gymnase de la police nationale congolaise à Kinshasa. Elles sont venues de plusieurs provinces du pays pour apprendre les techniques d'entraînement et la maîtrise de la technique de combat appelée Kumite, sous la supervision de la technicienne égyptienne Maha Asra Mahmoud. Pour ce premier jour, la formation a tourné autour de la souplesse du corps et le contrôle dans les déplacements pendant un combat. C'est un reportage de Clarisse et Coco Kapalay. Les karatékas dames de la RDC sont à l'école des techniques de combat depuis mardi 18 mars au gymnase de la police de Kinshasa. Au premier jour, on a compté parmi une dizaine de jeunes filles venues de Kisangani, Lubumbashi, Matadi et Kinshasa pour participer à cette formation de haut niveau. Durant une semaine, elles seront soumises aux exercices pratiques combinés à la pédagogie pour améliorer la souplesse du corps et le contrôle orienté dans les déplacements pendant les combats. La formatrice égyptienne Maha Asra Mahmoud donne quelques détails sur la manière prévue pour ces stages à Kinshasa. D'abord, au début, commettez des erreurs à ce qui concerne les déplacements, des erreurs dans l'attaque. Donc, et avec le temps, on a constaté qu'il y a eu quand même des améliorations et des progrès. Mise à l'épreuve pour en avoir les cœurs nets sur les enseignements, l'experte a eu un retour satisfaisant puisque venue de Kisangani, Jemima Baito a fait preuve de beaucoup de maîtrise des techniques apprises en éliminant 6 adversaires. Je vais travailler comme le coach m'a montré. Pas à la hauteur de l'épreuve des comités, Emmanuela
Kinyama de Kinshasa a tout de même acquis une maîtrise après les enseignements obtenus de l'experte. Ça m'a aidé premièrement parce que ça arrive souvent, si je fais mon combat, j'ai un peu du mal à faire de mouvements, faire de feintes. Ces stages de haut niveau vont se poursuivre jusqu'au 23 mars. Il est prévu aussi la formation technique des arbitres et entraîneurs de la RDC et du Congo-Brazzaville. Et puis cette mise au point avant de se quitter, contrairement aux multiples messages distillés dans les réseaux sociaux par des personnes de mauvaise foi, la radio-télévision du groupe L'Avenir n'est pas fermée, elle est opérationnelle. Aujourd'hui, elle le sera demain. Elle n'a même pas l'intention de mettre la clé sous le paillasson. Pour ce faire, elle rassure à ses nombreux téléspectateurs, auditeurs ainsi que ses partenaires qu'elle continuera à les servir avec autant de pugnacité et de compétences comme elle le fait depuis près de 30 ans. En tant qu'entreprise de presse privée, elle s'adapte aux réalités socio-économiques du pays, ce qui la contraint à entrevoir une restructuration à l'interne pour plus d'efficacité. C'est le message signé par la direction. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Face à face, Félix Tshisekedi, président congolais, et Paul Kagame, président rwandais, sous la médiation de l'émir du Qatar, les deux chefs d'État tentent de trouver une solution à la crise sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. La mobilisation des éléments Codeco à la base de la psychose dans le chef de la population qui s'est déplacé au village Ngokalou et à Djougou, centre en Ituri. Des fortes tensions ce mercredi où la milice Codeco a protesté contre l'arrivée des forces ougandaises à 75 km de Bunia. La semaine de la langue française, c'est du 15 au 23 mars dans tous les pays francophones. Prenez la parole. Et le thème choisi pour cette célébration qui est en sa 30e édition marquant la francophonie. Le slogan pour 2025 est « 10 mois, 10 mots pour la planète ». Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.